Voici donc le traitement du 17e chapitre de l'Acène, et donc qui fait partie des 4 derniers. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre. Le précédent, enfin, ces 4 derniers chapitres font un ensemble. L'avant-dernier, si on peut dire, nous a situé et en même temps sorti d'un monde de l'image, d'un monde d'imaginaire. Donc ce chapitre 16 décrivait une séance cinématographique ou un film, et la personne, une des spectatrices sortait de ce film et allait retourner elle-même dans sa mémoire informatique, ce qui s'appelle dans un UCMPP, une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, en l'occurrence de son père. Et ceci nous faisait aboutir au 16e chapitre, c'est-à-dire au précédent, où nous étions purement dans un monde totalement de code, d'informatique. Comme si aujourd'hui on dit le début de l'univers c'était un Big Bang, ça pouvait être de l'espace, de la lumière, des eaux primordiales, enfin il y a toujours quelque chose qui serait à la base de tout, et à notre époque nous pouvons mettre à la base de tout un code. Que la logique du code soit à l'origine de nos perceptions et par conséquent d'un univers. Et donc dans cet espace on peut dire originel de code, supposé comme tel, la question qui se débattait, c'était de savoir si ce code, qui serait le code génétique, ce qu'on connaîtrait comme le code génétique, c'était pas le reflet de ce qu'il y avait toujours et de ce qui était la cause, un petit peu comme on dit le logos, des fois dans d'autres conceptions, et à quoi s'opposait une personne qui, précisément, réclamait que c'était la personne qui se trouvait avant le code. De là, le code faisait son espèce de mea culpa et revenait finalement à remettre une prééminence non pas au code, non pas à la personne, mais à la nomination. Et à cette occasion, nous pouvions rappeler que la nomination, le nom, est effectivement, probablement, ou doit être, si Jacques Lacan n'avait pas tout à fait tort dans le chemin qu'il a commencé à gravir et à pénétrer, le nom était le nom du père, c'était le nom, une nomination originale, une métaphore première, et que cette métaphore, en fait, cette métaphore était en fait c'était ce qu'on appelait le patronyme, et le patronyme était une molécule génétique. C'était un fragment de code que l'on identifie à un chromosome Y. Donc nous avions rejoint la conception, disons, si la conception était d'abord du code ADN, puis de la personne, puis finalement de la nomination, cette nomination s'avérait être à nouveau complètement homogène à la génétique, à une portion génétique. Et puis le chapitre s'arrêtait là-dessus parce que en fait on découvre au chapitre 17e, c'est-à-dire au chapitre actuel, que ce qui se passait dans ce chapitre 16, ce débat sur le code et était en fait quelque chose d'analogue à un état avant la naissance, parce que au chapitre 17, on voit les personnages apparaître l'un après l'autre, sortant du milieu utérin, passant le cervix, le col, et venant au monde.
Et là, dans ce monde externe, dans ce monde où maintenant les êtres humains vont vivre, on va voir se rejouer, se répéter quelque chose d'analogue au débat qui avait lieu de manière complètement spirituelle, si on peut dire, et abstraite. Et notamment, la première personne qui sort qui vient au monde est un écrivain de science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick et qui donne un nom à ce qu'il peut voir maintenant, et il dit nous étions et nous sommes dans la Matrix, puisque Dick est l'auteur de science-fiction qui est à l'origine par exemple du film bien connu et de cette idée que nous serions dans un programme informatique. Alors, une chose que je dois signaler, parce qu'elle est nouvelle, elle date d'il y a 2-3 jours, elle est extraordinaire, très intéressante. Il y a effectivement des scientifiques, je pense que ce sont des scientifiques allemands, un laboratoire allemand, qui a qui a fait une étude sérieuse, approfondie, pour savoir si nous n'étions pas les produits d'un programme informatique. Alors, ils font des hypothèses et des constructions scientifiques pour trouver pour arriver à infirmer, au cas où on pourrait le démontrer, que nous ne sommes pas en fait dans un programme informatique. Alors, donc c'est quelque chose de très réel, et c'est quelque chose que Dick posait dans le... We are living in a computer programmed reality, and the only clue we have to it is when some 1977, Philippe Dick pose cette question. Selon lui, l'indice par lequel nous saurions que nous sommes dans une entité de code uniquement, et donc dans un programme codé, enfin, cet indice viendrait d'un bug ou quelque chose comme ça. Pour nos scientifiques actuels, il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une altération des rayons cosmiques. Je n'entre pas dans les détails parce que je ne les contrôle pas, mais enfin, la thèse est sur le tapis, enfin, est très actuelle et réelle donc. Hein. Alors, quant à Philippe Dick, voilà, puisque c'est Philippe Dick est le premier qui parle en sortant dans ce nouveau monde, dans ce nouvel espace. Il est aussitôt suivi d'une deuxième naissance qui arrive. C'est une jeune femme. On la reconnaîtra bientôt, puisqu'évidemment c'est l'héroïne de la scène, Nathalie. Mais voici un extrait, hommage à Philippe Dick et à Carrère, qui en a fait une très belle biographie. Il ne faut pas lire que Carrère, il faut lire les deux ensemble avec Dick, mais c'est intéressant. Voici une chose que Dick pose un peu comme équation. Ça a été la question de toute sa vie. Il faudrait un jour, pense-t-il, ou pensa-t-il, il faudrait un jour, pensa-t-il, écrire un livre qui raconte cela. Comment quelqu'un découvre qu'en fait nous sommes tous morts? Et ça, c'est le point de départ de Dick. C'est-à-dire comment prendre vie à partir d'un état inanimé et de programmation de code. Hein. Alors, pour relier un peu les wagons et les cellules, je signale que c'est exactement de la même démarche que j'écrivais tout à fait au début de la série de livres et de recherches qui ont mené jusqu'à aujourd'hui. J'écrivais ce qui s'était appelé l'âme hors, et c'était exactement ce dont Dick parle, c'est-à-dire l'état de l'âme dans un certain espace, au-delà, dans un espace virtuel, dans un espace de programmation, et à ce moment-là,
son statut inhérent ou fondamental de mort. Ce qui permet et ce qui laisse à ce moment-là, et ce qui donne l'idée qu'à ce moment-là, si ce n'est pas l'âme vivante que nous avons à l'horizon, mais au contraire que nous avons une vie à prendre à partir d'une âme a priori morte, cette succession de ce qui est à prendre, c'est un corps vivant. Et ça, c'est ce qu'on a appelé l'identification au corps. Et on retrouve précisément le génome et ce dont on va donc parler. Alors, voici ce qui va se passer. Donc, Dick vient et pose cette équation fondamentale. Nous sommes dans une matrix, dit-il. Il y a une jeune femme, Nathalie, qui elle est une chercheuse. Elle n'apporte jamais, peut-être à la fin on apportera-t-elle, mais elle n'apporte pas de solution. Mais elle pose des questions et elle dit à Dick, en fait, mais tout le monde sait bien que en fait tu cherches à résoudre tes problèmes avec ta mère. Bon, on sait que la question que Dick avait une relation très particulière avec une sœur défunte, que sa mère avait affamée. C'était sa sœur jumelle. Bon, il y a toute une histoire là-dessus, mais c'est vrai que c'est important. Et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'il faut l'oublier. Et donc Nathalie tacle, comme on dit, je crois aujourd'hui, Dick en lui disant, mais tout ça, c'est des symptômes de névrosé qui s'expliquent par ton histoire. Il faut que tu en rendes compte autrement que par des métaphores de ton histoire ou des répétitions. Et à ce moment-là intervient un autre personnage qui, elle, ne vient pas de la Matrix, parce que les uns après les autres, les personnages sortent et viennent au monde. Et il y en a une qui arrive, c'est toujours celle-là qui, dans la tresse, arrive toujours sur sa soucoupe volante, et c'est une coquille Saint-Jacques d'ailleurs, une soucoupe Saint-Jacques, sans doute inspirée du lieu où je travaille ici. Et cette femme interpelle tout le monde et dit ça ne se passera pas comme ça. Elle veut, si on peut dire, reprendre le pouvoir en quelque sorte, parce que elle se dévoile et on découvre quel est ce personnage. Ce personnage, en fait, dans ce contexte, n'est-ce pas, où nous avions un débat entre est-ce que c'est le code ou la personne qui fait le monde, est-ce que c'est le nom, le logos, est-ce que finalement, et une fois qu'on est au monde, est-ce qu'on peut constater qu'il y a, oui ou non, un programme, une matrix, et est-ce que c'est simplement une illusion du fait de nos histoires infantiles? Et cette personnage d'Ors qui arrive là, qui dit, elle remet tout à zéro, elle dit non, c'est moi, et moi, je suis la femme robot. Alors cette femme robot, elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis Ève comment s'appelle l'Ève future, hein, je me trompe peut-être si c'est Villiers de l'Isle-Adam, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, mais enfin c'est un des premiers grands personnages de science-fiction. C'est aussi la femme, la divinité de Métropolis. Bon, il y a toujours cette personne féminine, ce robot féminin qui pilote, qui gouverne le monde, si on peut dire, comme la Matrix qui aurait à ce moment-là une personnalité, qui aurait un corps. Et ce personnage, Dors, est un personnage introduit, présenté par Asimov, Dors, c'est l'épouse, c'est une femme robotique, on ne le sait jamais, c'est suggéré, mais c'est bien suggéré, et c'est l'épouse de Seldon, l'inventeur de la psychohistoire. Alors, la voici qui va annoncer, qui entre en scène pour reprendre, si on peut dire, l'autorité et l'identification de la gouvernance.
en coupant la parole à la jeune Nathalie et à Philippe Dick. Mais quand elle arrive, c'est exactement le moment où Nathalie part. En fait, il y a un bref croisement comme ça, parce que Lacan, en fait, c'est Lapan, je l'appelle comme ça, mais Pan, c'est le Dieu total, Quand, c'est le temps total. Mais Lapan arrive et vient d'extraire Nathalie. C'est-à-dire que dans ce monde nouveau, comparé au monde du chapitre 16, du logos, disons de la spiritualité, dans le monde terrestre où les choses se répètent, où on redébat de savoir si c'est la Matrix, ou si c'est la robot d'Ors, ou c'est un robot personnalisé, etc. Cette chose qui se répète, en fait, est marquée par une différence, c'est que dans le monde réel, il y a la psychanalyse. Et c'est ce qui va marquer le caractère là du chapitre 17, car l'intervention de la psychanalyse va révéler quelque chose. Et ce qu'elle va révéler, c'est particulièrement la distinction entre Dors et Nathalie, c'est-à-dire entre la mère et la fille. Alors on ne dira pas que la mère est un robot, on ne dira pas que Nathalie ne peut pas être mère, mais il y a là une distinction qui se fait, où on dira que si la mère est comme un robot, c'est-à-dire de l'ordre du code, si elle doit être maintenue, si l'idée de la mère doit être maintenue, en fait, la mère, elle, est le génome, c'est le chromosome, et c'est en fait Lacan Lapan, ou le texte ira même jusqu'à dire que la mère peut être une drogue, comme par exemple l'ayahuasca ou de certaines drogues comme ça, c'est-à-dire quelque chose de chimique, quelque chose évidemment pas quelque chose de la chimie a de grandes vertus, très énigmatiques et presque sans doute spirituelles. Et donc la mère serait identifiable, elle aussi, au code. Et pour rappeler que ce n'est pas sans correspondance, on a fait un gros travail, d'ailleurs qui passe complètement ignoré. Je vous signale qu'il n'y a aucun écho sur ces descriptions dernièrement très nettes et de l'hypothèse très probable que le sacrement chrétien actuellement soit un placebo, c'est-à-dire qu'il y ait une suspicion de privation du sacrement authentique de la religion, d'un des trois monothéismes. Donc, ça laisse complètement ça dans l'indifférence totale. On préfère faire du djihad et réfléchir, faire des conférences, enfin des émissions télé et autres, des journaux, enfin de parler beaucoup de la religion, comme on en parle. Mais pour dire que si le corps du Christ, si l'Eucharistie, si le pain a été une substance psychoactive, ce que Freud rappelle en disant que c'est une vague allusion à la dévoration du Père, la dévoration totémique, et que finalement le rituel de l'Eucharistie serait un symbole représentatif d'une dévoration très ancienne et qui serait refoulée. Freud, comme il se présente avec Oedipe, où il a
en partie raison, mais il cache quelque chose d'essentiel, c'est que Oedipe est historique, hein, et il fait l'histoire des mythes comme ça. Et en l'occurrence, là, avec l'Eucharistie, il cacherait la chose essentielle, c'est que effectivement, c'était pas le corps du Père qui était dévoré des millions, enfin un million ou des millions d'années avant, mais l'Eucharistie était la dévoration du sacrement psychoactif, c'est-à-dire du corps effectivement du Père. Le Père étant une molécule psychoactive, étant en l'occurrence, par exemple, on va dire l'ergot, et de cette façon-là, on pourra tout à fait dire que la mère peut être une molécule chimique comme l'ayahuasca, donnant par exemple, hein, donnant fondant des religions et des compréhensions du cosmos et de la société et de la psychologie sur la base de cet apport donné par la nature ou par les étoiles ou je ne sais, ou par le code, pour des religions, en l'occurrence soit en Amérique du Sud ou comme partout, et donc comme ici aussi dans notre Occident, où nous aurions effectivement c'était la consommation du Père, la consommation de l'ergot, on va dire, ou bien je me souviens plus le nom qu'employait Pike, l'évêque Pike. Hein, c'était pouvait être un champignon aussi ou quelque chose comme ça, mais cette substance psychoactive, donc, était in situ, effectivement, consommé, et c'était effectivement le Père qui est, du fait d'être interdit, d'être supprimé du sacrement, à ce moment-là, effectivement, est assassiné. Quand on transforme le sacrement vital en un placebo, on a fait un meurtre du sacrement vital, et que ce meurtre est refoulé. Donc, ce que Freud a décrit dans une large présentation mythologique en faisant appel à quelque chose de très ancien, peut être trouvé dans l'actualité. Ça ne retire rien à ce qui peut être ancien, mais dans l'actualité comme effectivement quelque chose qui a été refoulé et qui donne quelque chose qui apporte le réel à l'interprétation freudienne ainsi découverte, de même que la découverte d'Akhenaton apporte le réel à l'interprétation d'Oedipe que Freud aussi ne développe, mais que comme un mythe. Alors, donc, pour revenir à notre... avant cette identification très hypothétique et très science-fiction hein, de la mère, nous allons plutôt nous concentrer sur ce que la psychanalyse apporte, là aussi comme fondation complètement documentée, historique, et ce que la psychanalyse apporte de la distinction de Dors et de Nathalie. C'est-à-dire de ce que je me suis permis dans de souligner à gros traits, c'est-à-dire que là où on avait un complexe d'Oedipe, la psychanalyse va découvrir un complexe qui s'applique, qui décrit, qui définit, qui identifie la personne féminine. Et comme, évidemment, on ne va pas l'appeler Oedipe, c'est un garçon, donc on va l'appeler autrement, mais comme on ne sait pas comment l'appeler, je l'ai appelé avec Oedipe et Eldop, ça fait deux choses un petit peu différentes, mais ça va bien dans le sens où Eldop, c'est-à-dire avec ce mystère sous-jacent de la drogue. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est que ce complexe d'Eldop. Eh bien, ce complexe d'Eldop, de la femme ou de la fille ou de la mère, ce complexe de la génération maternelle, de la génération féminine, la psychanalyse va le découvrir, le déchiffrer. Seulement, elle va le faire exactement comme Freud l'a fait en faisant qu'un mythe, et sans voir ce qu'il y avait de réel dedans, de même que Lacan l'a fait en ne parlant du nom du père que comme un symbolique, sans voir ce qu'il y avait le chromosome dedans. La psychanalyse va faire
va commencer par faire une espèce de Dupri, et c'est dans l'analyse de l'analyse de l'analyse que l'on va pouvoir trouver ce qu'il y a de réel. Alors, pour certains qui le savent déjà, cette Dupri, cette opération triple d'analyse qui nous mène enfin au terme du complexe d'L-Dop, elle se passe sur la lettre volée, sur Un scandale en Bohème et sur La seconde génération. Ce sont 3 textes. Je vais supposer que nous ne les connaissons pas tous, aussi bien que je viens de les nommer ici, et je vais les décrire maintenant à l'aide de schémas. Donc, je vais essayer, j'espère que je vais bien me débrouiller pour en faire usage de manière éclairante. Voici ce que l'on peut estimer prendre et utiliser, n'est-ce pas, pour base de départ. Ce schéma qui représente donc alors c'est le schéma de la psychologie de Palo Alto, c'est-à-dire c'est la psychologie californienne. Palo Alto, c'est la grande université de Californie de psychologie, et on voit ici ce schéma qui peut être bien sûr mis de forme plus abstraite, où on voit que ici A et B sont orientés vers un même objet, et leur relation ne se fait que de manière disjointe, c'est-à-dire que A va vers ce que B pour A, et B s'oriente vers ce qu'est A pour B. Mais A pour B est différent de A à l'origine, et le B pour A est différent de B. Alors, cette structure croisée comme ça se montre donc volontiers avec des images où on voit le mari, on voit ici le mari et la femme, et c'est la mère, l'image maternelle, qui est la femme pour le mari, et c'est l'image paternelle qui est le mari pour la femme. Donc, et ceci structure la relation amoureuse ou sentimentale ou affective. Alors ça, c'est l'hypothèse de Palo Alto que l'on voit ici donc de manière schématique. Et nous pouvons y retrouver, pour commencer à nous situer, nous pouvons y retrouver notre fameux schéma lacanien. Voilà, là on a retrouvé une bonne base. On a aussi quelque chose de croisé, comme ce schéma californien, de la psychologie californienne. Nous allons y mettre la psychanalyse lacanienne. Mais c'est aussitôt pour nous rendre compte que la psychanalyse apporte autre chose que cette simple croisée psychologique. La psychanalyse, je vais faire une petite démonstration visuelle et on va voir ce qui va se passer. Ici, on arrive à tourner ce schéma. Il suffit simplement de le faire, de lui donner une espèce de translation, comme ça, de rotation, pour mieux situer la psychanalyse dans le schéma de base, si on peut dire, c'est-à-dire que la relation, ici, ce que l'on va décrire, la relation imaginaire, elle se situe bien, cette relation imaginaire ici, que tout à l'heure nous avions comme ça, hein, dans ce premier schéma. Maintenant que nous l'avons fait un petit peu tourner, la relation imaginaire se trouve ici, et effectivement, elle se trouve entre deux figures imaginaires, et nous sommes donc en accord avec
le schéma de Palo Alto et nous avons vu comment insérer la psychanalyse sur ce schéma. Alors, et par exemple, nous allons même pouvoir améliorer ce schéma X comme ça, enfin ce schéma L, hein, nous allons l'améliorer en lui donnant en l'étendant, si on peut dire, de cette manière. Alors de là, je vais simplifier un petit peu, je vais nettoyer cette base ici pour voir un petit peu simplifier. Voilà, nous avons maintenant le schéma de la psychologie avec une manière bien arrimée, bien amarrée, bien attachée d'intégration, enfin d'apport de la psychanalyse que l'on va même compléter parce que ceci, nous en souvenons, ceci correspond peut-être vu ce schéma ici, notre schéma ici peut être vu dans le domaine ici du miroir du modèle optique. Hein. Le voici, ce modèle optique. Donc tout cela, c'est simplement pour nous rappeler comment nous fonctionnons. Et avec l'idée du modèle optique, nous pouvons ramener ici, à cette place, ce qui est dans le modèle optique le sujet. Hein, nous avons ici ce schéma complet, où nous avons là les 4 termes du modèle optique, avec le sujet, le vase en dessous, et nous avons ici le miroir et les figures idéales par au-delà. Et on voit bien que la psychanalyse a ajouté à la psychologie collective, à la psychologie de Palo Alto, pardonnez-moi, non seulement donc un graphe, mais effectivement le lieu de la projection de l'idéal. De l'idéal du moi, hein, qui était autre chose que la figure paternelle. Alors, à ce stade, nous pouvons, et je dois amener ce que personnellement j'ai amené dans cette affaire, parce que ce schéma-là, c'est un texte qui s'appelait La Préflexion, que j'ai écrit en 86-87. Ce que j'ai apporté de plus, avec la cybernétique, nous avons encore, il y a cette case ici qui est à remplir, et que dans le modèle optique, au demeurant, elle est vide, n'est-ce pas? Il n'y a rien dans le schéma de Lacan. Cette case est à remplir et elle est ce que j'appelais la préflexion ou la préflexion. C'était cette figure qui, elle, allait en rapport avec son image, de même que le sujet était en rapport avec son image du moi. Et ici, nous avons l'appareil cybernétique et le moi génomique, hein, le corps génomique. Donc, tout ce rappel, hein, ou si on peut dire cette description nous permet maintenant de rassembler notre esprit, de bien situer et d'apporter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire là où il y avait un miroir dans ce sens vertical, nous apportons maintenant celui du schéma du modèle optique dans la position verticale, et nous obtenons ce que nous obtenons par exemple en supprimant cela aussi. Nous ajoutons, maintenant que nous avons cette ligne horizontale, cette division, nous pouvons ajouter ici 2 figures et en simplifiant à l'extrême maintenant notre base, nous n'avons ni plus ni moins que ce que Lacan appelle le stade du miroir. Donc tout ce chemin et ces schémas que j'ai employés, si on les a suivis, je ne vais pas les refaire dans l'autre sens, hein, mais on peut les revoir si on veut vraiment le vérifier. Mais ce cheminement nous a permis de construire ou de placer, de situer parfaitement un modèle qui s'appelle
le stade du miroir. Le stade du miroir est conçu comme ceci. Nous avons, c'est un stade, il s'agit d'un enfant qui se regarde dans le miroir. Ici, on est devant le miroir, ici, on est de l'autre côté du miroir. Et cette relation de l'enfant au miroir ne s'humanise qu'à partir de l'attestation, du témoignage de l'adulte qui le porte au miroir, comme le dit Lacan, où l'un et l'autre témoignent qu'ils se voient comme des images. Hein. Et donc là, nous avons le stade ce qu'on appelle le stade du miroir, et la base de la psychanalyse lacanienne et du développement de l'individu. Nous allons maintenant pouvoir lire exactement ce qui se passe avec dans le chapitre 17 et quelle est la formation de ce complexe d'L-DOP, de la fille. Hein. Voici historiquement effectivement ce qui s'est passé. Sur la base de ce modèle du stade du miroir, on peut dire que à la place du maître, de celui qui porte, à la place de celui qui porte l'enfant, ici, à cette place-là, nous allons évidemment pouvoir mettre la place du maître, mais particulièrement de Lacan et de son élève. Bon. J'ai choisi évidemment, entre le père et le fils, j'ai choisi le beau-fils de Lacan. Le beauf, des fois on dit le beauf pour le beau-frère, mais enfin les beaux-fils sont des beaufs aussi, et je peux dire que le Jacques-Alain Miller fait partie des 2-3 personnages, mais enfin des 2 personnages les plus méprisants qui m'ont montré le plus de mépris que j'ai croisé dans mon existence. Le deuxième est un égyptologue qui ne l'a fait que par écrit, mais enfin c'était vraiment un passage à tabac remarquable. Là, Miller, c'était en public, dans une conférence. Et donc c'est une bonne occasion aujourd'hui d'expliquer pourquoi cet homme ne savait pas comment se comporter autrement que par le mépris, c'est-à-dire qu'il n'avait pas élucidé tout ce que l'on va faire à présent. C'est-à-dire que voici, évidemment, si on situe Lacan et son fils, son beau-fils, dans la position du stade du miroir, nous avons le beau-fils qui va se voir, hein, évidemment, et qui va, pour traiter effectivement ce témoignage selon lequel celui qui porte l'enfant au miroir lui fournit l'attestation et le témoignage que ce sont des images qui sont de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que c'est une image qui va être de l'autre côté. Et quelle est l'image que Lacan va fournir de l'autre côté? Ben évidemment, c'est l'image d'Alan Edgar Poe, celui qui a écrit La lettre volée. Hein. Donc nous avons de cette manière construit l'enseignement de Lacan de manière très schématique, hein, mais très résumée et assez documentée, historique, familiale. Lacan instruit son élève du fait que ils se repèrent grâce à des procédés imaginaires, et l'une des images, en l'occurrence, étant celle d'un créateur, en l'occurrence littéraire. Seulement, il se passe quelque chose que nous pouvons voir avec plus de détails. Pour
précisément comprendre ce témoignage que Lacan va faire. S'il dit que l'image paternelle ici, effectivement, c'est une image de nous, il en témoigne avec son beau-fils, mais il explique donc que cette figure est elle-même une autre figure qui est écrite par une lettre, par un nom, et donc par quelqu'un qui va l'écrire. Donc il va y avoir ici, au regard du virtuel, au regard de l'image du moi, la vision d'un semblant qui va aller vers son idéal du moi. C'est ce qu'on avait dans le modèle optique, avec les 4 coins du modèle optique, et ici l'idéal du moi. Donc, c'est ainsi que nous allons en effet maintenant pouvoir améliorer notre schéma, le schéma de la psychanalyse que fait Lacan, de l'enseignement de Lacan, et nous le plaçons comme ça, c'est-à-dire que Edgar Poe est devenu simplement lui-même une fonction de miroir, et il va présenter à sa place un détective, Dupin, qui représente l'analyste, qui représente Lacan, qui représente, etc. Et au-delà de Dupin, il va y avoir l'écrit et une lettre qui est volée. Donc cette lettre est suspendue, elle n'existe pas, si on peut dire, elle est volée. À ce stade, il y a lieu et peut-être le temps de faire 2-3 commentaires qui peuvent être intéressants, utiles et charmants. C'est d'une part d'observer ce que nous offre la documentation, l'historique. Ça, ici, il s'agit du dessin qui illustre dans le texte original de la lettre volée, qui illustre le stratagème essentiel lorsque Dupin, ici le détective, substitue la lettre volée après avoir détourné l'attention du ministre, du voleur, qui regarde par la fenêtre parce que Dupin a provoqué par son acolyte une émeute dans la rue. Donc le ministre va regarder à la fenêtre ce qui se passe et Dupin en profite pour faire la substitution et récupérer la lettre volée. Bon. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la description par Edgar Poe de l'intrigue de la lettre volée. Et nous avons un personnage qui regarde l'autre, qui surveille bien que l'autre ne voit pas, et qui en profite pour substituer les deux lettres. Bon, et récupérer la lettre volée ou bien voler la lettre volée. Bon. Ça, c'est une chose intéressante, c'est la beauté de cette image, mais ce qui est intéressant ici, c'est le personnage de Dupin. J'ai longtemps cherché qui était Dupin, je me suis demandé, eh bien il existe bien, et quand j'ai cru le retrouver, je me suis dit, ça y est, je me suis encore embarqué dans quelque chose de complètement farfelu. Mais sur cette page de Wikipédia, en effet, à la fin, il y a une phrase qui dit « Et ce Dupin aurait effectivement servi de modèle au détective de Poe ». Eh bien, il s'agit d'un mathématicien, un jeune mathématicien français, qui était en même temps un homme politique. Et 2 choses à son crédit, ou 2 choses importantes. C'est l'homme qui a fait c'était un statisticien, et c'était cet homme, c'était le théoricien, enfin, il avait inventé, par exemple, sur une carte de géographie, on met des zones rouges, des zones moins rouges, des zones bleues, par exemple. C'est-à-dire marquer les statistiques en fonction de couleurs différentes sur des cartes, ou bien faire des fromages, ou bien faire ce qu'on appelle des camemberts, ou des choses comme ça. Ça, c'était Dupin qui avait utilisé ça pour expliquer certaines choses statistiques de la démographie française à l'Assemblée nationale, d'où il était député. Et cette petite technique, dont je ne me souviens plus le nom, avait été rapportée aux États-Unis quelques années après, était devenue très à la mode et probablement n'avait pas échappé au regard de
Poe, qui avait pris Dupin comme comme un modèle de perspicacité, enfin, ou pour indiquer les choses. Cependant, Dupin n'était pas célèbre que pour ça. Il a été célèbre pour... c'était un topologue, et là, il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant. On sait qu'à l'époque avant lui, à l'époque de Pascal, les coniques étaient quelque chose de très important, puisque les sections de plans sur des cônes forment des courbes particulières, et donc on arrive ainsi à représenter des formules mathématiques très complexes de manière élégante, géométrique et simple. C'est Pascal qui avait été un des personnages importants dans l'élucidation de ces coupures de deux surfaces, et Dupin, lui, avait commencé la théorie d'une coupure de trois surfaces. Et donc c'était un mathématicien de haut vol et statisticien aussi. Tout cela nous intéresse bien parce que effectivement, ce Lacan, lorsqu'il écrit Psychanalyse et cybernétique, il fait bel et bien référence à Pascal, ici que nous avons simplement évoqué par l'illustration de la conique, et voit Pascal plus antérieur que Wiener à la création de la cybernétique. Mais enfin là, on entre dans d'autres détails, sur d'autres domaines, mais je rappelais tout ça pour montrer l'intérêt qu'il y a de se servir de ces images pour, maintenant nous y revenons, pour situer la psychanalyse lacanienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire et en quoi consiste le complexe d'L-Dop? Eh bien, c'est le fait que, si on regarde bien, et ce que Monsieur Machin, dans son narcissisme, ne pouvait pas voir, puisqu'il s'identifiait soit à lui, et Lacan lui avait caché ça, puisque la lettre était volée. Hein. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que, en fait, Lacan, ici, est exactement celui qui fait ça. C'est exactement le Dupin qui est là. C'est-à-dire que lui-même, pendant que son ministre, ici, est aveuglé, va substituer une lettre à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici la case manquante, ce que Lacan nous a caché. Voici ce que Lacan nous a caché. C'est un livre de Conan Doyle qui est une copie conforme, qui est une copie de la lettre volée d'Edgar Poe. Cette copie que nous a rendue Conan Doyle, copie avouée, c'est un pastiche qu'il veut faire de la lettre volée, ne se passe pas avec une reine, un roi et un ministre, mais se passe avec un roi et à l'inverse une reine et une courtisane. Et nous avons là les trois personnages qui représentent ce scandale en Bohème. Alors, le fait que Lacan l'ait caché, d'une part, est doublement souligné parce que personne parmi ses élèves ne l'a vu, Miller et toute la flopée d'autres lacaneux, n'ont pris cas de ce fait que Holmes, et on l'a vu, Conan Doyle, qui est en rapport très proche avec Freud, s'agissant par exemple de la cocaïne, parce que enfin, nous avons vu ça dans des conférences précédentes, mais là où Lacan va ici arriver à dire que la femme n'existe pas, si nous le réécrivons comme ça, ici c'est la conclusion de Lacan, la lettre volée, la femme n'existe pas, et bien ici Holmes dira à l'issue du scandale en Bohème,
qu'il n'a connu de femme qu'une Irène Adler, elle s'appelle, et il l'appellera la femme. Et c'est comme cela, en le soulignant avec un grand L, que le scandale en Bohème se termine. Donc on voit qu'il y a d'énormes coïncidences du fait que Doyle a fait un pastiche de Poe, qu'il y a d'énormes refoulements du fait que ici c'était bel et bien caché et ça a été complètement ignoré, et qu'il y a la confirmation par le fait de ce la femme n'existe pas, et qui est ici au contraire la confirmation de la femme. Alors là, on a pratiquement tout du complexe d'Eldop. Nous avons observé pour l'instant qu'il y a dans l'histoire de la psychanalyse un énorme manque. C'est-à-dire que nous en sommes là encore de nos jours, presque un siècle après Lacan, nous en sommes encore avec des petits gardiens du temple qui cachent et continuent à cacher qu'il y a dans la littérature anglaise ce qui complète complètement le schéma. On peut ainsi l'écrire. Nous avons ici, alors j'écris l'élève, Dupin, Poe, la lettre volée, Conan Doyle, Lacan. J'ai marqué ici les lecteurs. Pourquoi les lecteurs? Parce que c'est toute l'affaire de la scène. Le but, c'est de savoir comment voter quand on est si bien trompé et si ignorant, ainsi qu'on vient de le voir. Eh bien, c'est là où nous arrivons à notre troisième terme, parce que si ça a duré pendant donc presque un siècle, cette ignorance, nous pouvons dire qu'il y a un troisième texte qui fait non plus le pastiche de la lettre volée, mais qui est le pastiche du Conan Doyle lui-même. Et ce troisième texte a été écrit par Anthony Butcher, qui était le mentor de Philip Dick. Et ce texte s'appelle, je vais mettre son image qui l'illustre, le voilà. On va maintenant, je vais devoir malheureusement donc effacer tous les petits trucs que j'ai fait là pour bien voir cette lettre, ce troisième texte écrit par Butcher qui fait une imitation de la lettre volée, où on retrouve exactement les mêmes stratagèmes et les mêmes personnages, sauf que ici, nous n'avons plus trois hommes comme tout à l'heure, ou bien nous avons Holmes qui cherche à déchiffrer la lettre, et ici, c'est la fille de la femme. J'ai dit Irène Adler, je ne sais pas si c'est ou Irène Norton, je me souviens plus bien des noms, mais enfin je les ai répertoriés, expliqués, mis tout ça dans les notes du chapitre. Alors, vous voyez là que il reste 5 minutes, et je pense que avoir pu décrire de manière assez nette, si on a besoin de voir, voilà, c'est ici le bouquin, le troisième. Le premier, c'est Edgar Poe, voilà, ici. Ensuite, je n'ai pas, on va faire semblant de l'avoir, celui de Holmes, mais tout le monde peut l'avoir, en fait, c'est connu. Et puis voici le Anthony Butcher, ça s'appelle La Seconde Génération. Et ce sont les aventures de Sherlock Holmes qui sont repris. Il y a énormément d'auteurs ont repris les aventures de Sherlock Holmes, mais là, nous avons particulièrement donc le mentor de Dick qui a, non seulement ce type-là n'était pas rien tout de même, puisque c'est lui qui a traduit aux États-Unis, et donc on voit un petit peu la fatigue, celui qui a fait l'Aleph. Comment s'appelle-t-il? Borges. Donc c'est lui qui a introduit Borges aux États-Unis. Donc voilà. Alors nous avons donc dans
dans le chapitre 17, nous voyons cette interprétation, cette analyse apparaître. On lira par exemple, c'est-à-dire que Dors et par des analyses de Lacan est séparé de sa fille, qui est Nathalie. La mère elle-même devient un concept, mais un concept qui va avoir une organicité. Et il vaut mieux que ce soit une organicité, par exemple, chimique, plutôt qu'une organicité utérine. Dans les jours que nous approchons, quand tous les corps utérins seront tellement intoxiqués que nous allons devoir continuer à vivre avec des mères, mais par ectogénèse, nous avons donc une séparation et une identification de la personne Nathalie. Et pour étoffer le système évidemment très complexe, c'est ce fameux système trubique, nous faisons allusion à ce que devient l'appareil cybernétique à ce moment-là, le NAM. Il devient pour Norbert Weiner une patte de singe. Ça, c'est un légendaire, une petite histoire coutumière, populaire, que l'on raconte sans doute à la communauté hébraïque de Weiner, la patte de singe qui répond aux vœux que l'on souhaite. Alors on fait un vœu, on a 3 vœux, on fait un vœu, il marche pas, donc on fait un vœu pour le corriger, et puis le 3e vœu embrouille encore tout. Donc ça, c'est la patte de singe qui est souvent désignée, employée, c'est l'image qui est employée par Weiner pour indiquer ce qu'est la machine cybernétique. Et Nathalie, elle, va prendre l'histoire anglaise en disant qu'elle s'est servie de Sherlock Holmes comme c'est Sherlock Holmes qui dit « Vous avez voulu vous servir de moi comme une patte de chat ». Parce qu'avec la patte de chat, on se sert de la patte pour voler quelque chose et accuser le chat. Et la fille de la femme, là, emploie Sherlock Holmes pour voler à sa place. Et évidemment, donc ça c'est toujours la façon dont Holmes, lui, entendra voir l'appareil cybernétique, et tandis que Nathalie, elle dit c'est ma patte de lapin, c'est-à-dire c'est ce qui porte chance et c'est ce qui permet d'attraper, de répondre aux vœux, non par la magie, non par le vol, mais par, alors comment Fabre d'Olivet appelait ça? C'est pas c'était la destinée, c'était la la chance, on va appeler ça. Juste une question. Oui. Le rapport entre la cybernétique et la drogue. La drogue, c'est très très semblable, parce que la drogue est quelque chose qui est un produit hétérogène, qui va intervenir sur notre cerveau. La cybernétique, c'est un appareil qui va introduire dans notre cerveau des perceptions hétérogènes, en quelque sorte. Et donc c'est pratiquement la même chose, de même que les ordinateurs vont devenir biologiques, et ils vont nous permettre de réguler nos hormones. Donc il y a en fait une grande fusion entre toute cette industrie du code, qui peut être soit très machinique, soit très chimique. Pour moi, c'est la même chose. Oui, si au départ il y avait un code de la programmation, c'est qu'en fait on est en train quelque part de modifier les cours de ce programme. Oui. C'est au départ qu'on non, les humains qu'en fait ils interviennent dans ce programme Ils sont probablement déjà intervenus avec les drogues. Il y avait déjà un programme et on a pris des drogues qui étaient soit des poisons, soit des drogues qui n'étaient pas trop empoisonnées, mais
qui ont modifié nos perceptions et qui déjà avaient des effets d'altération du programme génétique. Mais on justement, mais c'est pas... S'il y a un programme de code, ça peut consciemment venir, c'est-à-dire de quelqu'un qui aimait ces codes, qui les établit. Quelqu'un. Voilà. Alors, nous avons le quelqu'un, et le quelqu'un se distingue, d'abord en se distinguant de l'imaginaire grand autre, de la mer, et devient l'électeur. C'est-à-dire que le quelqu'un se reconnaît ultimement par son geste, qui est celui de prendre une décision, et de donner une décision à la psychologie collective. C'est-à-dire, et là c'est la personne dernière. Et c'est ce que j'appelle le lecteur ou les lecteurs. Et c'est les derniers mots de la scène. C'est-à-dire que en fait, cette personne n'est jamais que celle qui advient quand on gère. Enfin, c'est l'individu civilisé, la civilisation de la cité, c'est les lecteurs.